Ok, donc bonjour. On va maintenant, je dois vous montrer comment utiliser à la place des Z puis de la table des Z, comment utiliser la table des T. Vous allez voir, c'est très subtilement différent que les Z. C'est pas quelque chose de complètement différent. Vous vous souvenez, on a vu un exemple, par exemple, où est-ce qu'on disait que traditionnellement, on pense que l'intelligence chez les Canadiens se distribue avec un mu de 100 puis un sigma de 15. OK? Puis, oups, ça commence mal, le gagnon. Un sigma de 15. Et on a vu que on pouvait faire une hypothèse, par exemple un chercheur qui avait une hypothèse comme quoi ça avait augmenté. Donc il mettait son hypothèse alternative. Son hypothèse alternative, c'est que mu a augmenté, c'est rendu plus gros que 100. Puis son hypothèse nulle, c'est que mu c'est plus petit ou égal à 100. Puis on a dit qu'il peut tester cette hypothèse-là avec un alpha de 0.05. OK. On sait que c'est une hypothèse unidirectionnelle, ce qui veut dire que finalement son z critique va être égal à 1.645. N'est-ce pas? Parce que si ça avait été une hypothèse bidirectionnelle, ça serait égal à 1.96. Voilà. Alors, on sait que le bonhomme ou la bonne femme, pour régler ça, ce qu'il doit faire, c'est prendre un échantillon, puis on imaginait par exemple qu'il ou elle prenait un échantillon de 100, et qu'avec ça, il ou elle trouvait un X-bar de, disons, 102. OK? Et là, tout ce qu'on avait à faire, c'était de calculer l'erreur type. Hop! On sait que c'était égal à 15, soit l'écart type de la population divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans l'échantillon, ce qui est égal à 1,5. Et ensuite, il devait calculer le score Z relié à son X-bar qu'il avait trouvé, ce qui voulait dire 102 moins 100 divisé par l'erreur type, 1,5, et arrangé avec le gars des vues, je pense que ça donnait 1.3. On va s'imaginer que c'est ça. Là. Je suis pas mal certain que c'est ça. 1.3. OK? Mais là, tout ceci est basé sur l'idée que vous avez accès au sigma de la population. Or, ça ne sera pas toujours le cas. Donc, il va y avoir des cas où est-ce que vous n'aurez pas accès au sigma de la population. OK? Dans ce cas-là, il va falloir vous baser sur le sigma de l'échantillon. On va imaginer qu'il est toujours égal à 15 ici. Okay? On va arranger ça avec le gars des vues, c'est plus facile. Ben, vous devez calculer l'erreur type exactement de la même façon, sauf que en termes de symbole, c'est plus sigma x bar, mais plutôt s x bar. Hein? Et votre 15 ici, évidemment, il est venu de ça et non pas de ce qui était avant le sigma de 15. OK? Donc jusqu'à maintenant, pas de différence. En fait, ça changerait rien. T'sais? Ça change rien dans ce cas-ci parce que j'ai mis mon S qui est en plein égal à ce que mon sigma était avant. Là, mais... Donc vous iriez avec le S, pas de problème, vous feriez le calcul et puis il n'y a rien qui change. OK? En passant, le résultat de ce calcul-là, ça serait qu'on ne rejetterait pas l'hypothèse nulle parce que le Z observé serait plus petit que le Z critique. C'est pas? Bon. Mais il va y avoir des situations, puis je vais effacer tout ça, il va y avoir des situations où est-ce que vous ne, pour toutes sortes de raisons, vous ne pourrez pas prendre un échantillon de ça. Vous allez devoir prendre un échantillon plus bas que ça. Et ça cause des problèmes, ça, lorsqu'on commence à utiliser des petits échantillons. Au niveau de la table de Z. Les chiffres dans la table de Z deviennent plus représentatifs. La distribution d'échantillonnage, quand c'est des échantillonnages de toute petite taille, devient anormale et donc on a besoin de
pour faire ça simplement, de corriger ça. Alors, à la place, ce qu'on utilise, c'est non pas des Z, mais des T. OK? Donc, je vais effacer ça ici. Bon. Donc, imaginons qu'on a un échantillon de 25 personnes à la place. OK? Apparemment, si vous avez un échantillon de 30 ou plus, ça commence à être plus un problème. Mais quand vous descendez en bas de 30, définitivement à 25, c'est un problème. Nous, dans le cours, on va dire, si vous avez moins que 100, allez-y avec les T. Puis si vous avez plus que 100, allez-y avec les Z. T'sais. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand tu as un N de 100, le Z que tu calcules donne la même chose que le T. Mais en tout cas, donc des petits nombres. Ici, 25 par exemple. Ben, je calcule mon X bar. Je calcule mon S, c'est 15. Je peux calculer mon erreur type de la même façon. J'ai toujours mon alpha qui est à 0.05. Avant, ça me permettait de dire un Z critique de 1.645, mais là, c'est pas un Z critique que j'ai besoin, ça va être un T critique qui va être en fait, l'idée du T critique, c'est que, tu sais, le Z critique, avant, vous pouviez juste dire, ah, c'est à 0.05, puis c'est unidirectionnel, c'est donc 1.645. OK? Mais le T critique, tu peux pas dire ça. Parce que pour savoir le T critique, il faut que tu saches que c'est à 0.05, que c'est uni ou bidirectionnel, mais aussi quel est le nombre d'échantillons, le taille de l'échantillon. Parce que pour savoir le T critique, tu as besoin de calculer les degrés de liberté, ou DL. Le degré de liberté, c'est bien simple. C'est la taille de ton échantillon moins 1. Dans le cas ici, c'est 25 moins 1, et c'est donc 24. Fait qu'on sait qu'on a 24 degrés de liberté, du 0.05, puis du unidirectionnel. Fait que là, on peut aller dans la table des T pour trouver notre T critique. Faisons ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la table des T. Et la table des T, elle est un petit peu différente parce que de la table des Z. Première information qu'il y a, vous voyez DF, la colonne DF avec 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les degrés de liberté. OK? C'est les degrés de liberté. Fait que nous, je vais aller à la main, c'est plus simple. Nous, on a dit dans notre exemple de tantôt qu'on était à 24 degrés de liberté. Donc, on va dans la colonne ici 24. Puis, on va suivre. On va suivre jusqu'à où? Ben, on sait que c'est un test unidirectionnel et non pas bidirectionnel. Si vous regardez ici, vous avez one tail, two tails. One tail, ça veut dire unidirectionnel. Two tails, ça veut dire bidirectionnel. Fait on sait qu'on est dans du one tail, donc on est sur cette ligne-là, puis qu'on veut du 0.05. On s'arrête ici. 0.05, OK, one tail. Right? Et donc, on descend dans cette colonne-là. On descend jusqu'à où? Ben, jusqu'à notre degré de liberté, qui était de 25 moins 1. Donc ici, ça va être 24. Et ça nous donne un T critique de 1.711. Donc, on vient juste d'établir que notre T critique est de 1.711. On va dire 1.71. OK? Parce que c'est à 24 degrés de liberté pour du 0.05 unidirectionnel. Okay? Donc, c'est donc 1.711. Donc, il me reste à calculer. Avant, là, il me restait à calculer le ZX bar. Mais là, c'est pas ZX bar, c'est TX bar. Mais entre vous et moi, c'est exactement la même chose. OK? Donc, c'est la même chose. La moyenne qui est obtenue moins la moyenne divisé par l'erreur type. Même affaire. Same deal. Fait que, on y va. 102 moins 100 divisé par 1.5.
Ça donne 2 divisé par 1.5, ce qui était égal à, si je me souviens bien encore, c'est la même chose, 1.33, je pense. 1.33, c'est mon T observé. T obs. Mon T critique, c'est 1.61. Ça veut donc dire que ma zone de rejet, qui est à partir d'un T de 1.71, moi, je tombe plus bas. Je tombe comme ici, à 1.33. Alors, je ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc, la seule différence avec ce qu'on a vu en cours, okay, c'est qu'au lieu d'un Z critique, qui est toujours égal à 1.645 ou à 1.96, quand vous faites du alpha de 0.05, unidirectionnel 1.645, bidirectionnel 1.96, ben là, ici, nous, on ne peut pas savoir retenir ça par cœur parce que ça dépend du nombre de personnes dans l'échantillon. Il faut aller dans la table et trouver le T critique. Ensuite, vous calculez le Tx bar comme vous calculez le Zx bar, même affaire. Ça vous donne un T observé et vous le comparez au T critique. Donc ici, on ne pourrait pas rejeter l'hypothèse nulle. Voilà, facile comme ça.